commencer à l'instant. Les Ukrainiens qui se battent entre eux et les autres. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va d'abord terminer ce qu'on a commencé la semaine dernière. Oui. Mon micro peut vous tourner un petit peu comme ça. Ok, l'élection, comme ça. Voilà. Ok, c'est bien. D'abord, on va voir comment faire des boucles. Après, on va parler de la programmation symbolique, parce que les ordinateurs calculent les boucles plus que simplement des nombres. On va voir ça et on va voir des algorithmes assez curieux. D'abord, les boucles, loop, c'est le code qui est répété. C'est très intéressant. Hein? Sans les boucles, les ordinateurs ne pouvaient pas faire grand-chose s'ils ne pouvaient pas répéter les choses. Donc c'est une technique essentielle. Et je vais vous montrer comment faire des boucles. C'est la seule et la bonne manière de faire des boucles. Ça s'appelle programmation par invariant. En fait, les boucles, parfois, c'est un peu délicat, surtout quand on fait des structures complexes, comme des listes enchaînées, des arbres linéaires. Et avec la programmation par invariant, les boucles sont à la fois simples et efficaces. Et en principe, ça marche pour tous les paradigmes. La semaine dernière, on a dit qu'on allait voir plein de paradigmes, allez, 5 pour être plus précis. Et ce que je vous montre aujourd'hui, ça sera en programmation fonctionnelle, mais c'est la même technique qui marche partout. En Java, par exemple, les boucles while sont faites exactement de la même façon. Voici une fonction qu'on a vue la dernière fois, le sum digits. If n égale 0, then 0. Sinon, n moins 10 plus sum digits n égale 10. Je vois qu'il y a un appel récursif de la fonction et en fait, le calcul est répété. On doit regarder et faire la somme de tous les chiffres. Vous voyez qu'avec la récursion, on fait une boucle. Okay. Je vais vous montrer un exemple plus facile, plus simple, pour vous montrer comment ça marche. C'est un exemple hyper facile, mais même, je pense que je vais vous raconter quelque chose que vous n'avez pas encore vu, même avec cet exemple hyper simple. Je donne d'abord une définition mathématique. 0 factoriel égale 1, n factoriel égale n fois n moins 1 factoriel quand n est plus grand que 0. C'est un programme, là en dessous, là, c'est un texte qui est le programme, avec un appel récursif qui fait n fois facteur 1, n moins 1. Hein? Ça a l'air simple, non? Hyper simple. Ben, cette fonction est très, très mauvaise. C'est la pire façon de calculer le factoriel. Comment est-ce que ça peut être mauvais? Je vais vous montrer. Je vais vous montrer une autre fonction, une autre façon qui est bien meilleure et qui n'est pas plus compliquée que ça, mais d'une autre manière. Comment est-ce qu'on peut faire ça autrement? Ben, si vous n'avez pas encore regardé dans les slides, ça peut être difficile à imaginer. Comment on peut faire autrement que ça? Et en fait, il y a une façon bien meilleure de faire la factorielle. On commence par une formule mathématique qui s'appelle un invariant. Un invariant qui va diviser le travail à faire, le calcul, en deux parties. Et pour n factoriel, on va écrire n factoriel égale, on va faire deux parties, i factoriel multiplié par a. N, c'est une constante. C'est ce qu'on veut calculer. Et I et A, c'est des choses qui vont varier pendant le calcul. On commence par I égale N et A égale 1. On a N factoriel égale N factoriel fois 1. C'est correct. Et maintenant, on va faire baisser les I et augmenter les A tout en gardant correct la formule. Okay? Et
Et à ce moment-là, une fois que le I devient 0, le A contiendra le résultat. Vous voyez? J'appelle ça des vases communicants. C'est une technique qui est extrêmement bonne. Si on fait ça, on a une autre fonction factorielle. Là voilà, fact 2. Et la fonction, au lieu d'avoir un argument, elle a deux arguments maintenant. Hein, les deux, les I et les A, ça devient des arguments. Et le I va diminuer et le A va augmenter. Ici, par exemple, on a I et A. À l'appel récursif, on a I moins 1 et l'accumulateur A devient I fois A. Hein? Si on a M factoriel égale I factoriel fois A, si on fait I moins 1 factoriel, alors la formule n'est plus correcte. Mais si on met I fois A ici, le nouveau A, A', c'est I fois A, alors, et le I' c'est I moins 1, alors la formule reste correcte. N factoriel égale I' factoriel fois A'. Vous voyez que le I a diminué, le A a monté. Et quand le I devient 0, le A c'est le résultat. C'est très simple. C'est une autre façon, vous allez me dire, bah, oui, ça c'est une façon à faire la factorielle, c'est une autre façon. Mais en fait, cette façon est bien meilleure. Premièrement, elle est complètement rigoureuse, mais deuxièmement, elle est beaucoup plus efficace en mémoire. Et si on les compare, ici, je compare les deux. Il y a fact 1 en haut et fact 2 en bas. Donc si vous regardez fact 1, vous voyez l'appel récursif, c'est n fois fact 1 n moins 1. Je vais écrire ici. Bah oui, très bien. Mais ici, il y a une multiplication. Pour faire cette multiplication, on a besoin de connaître n, mais on a besoin de connaître ça. Mais on ne le connaît qu'à la fin, quand on aurait terminé. Donc, si on calcule ça, on va avoir n moins 1 fois 1, n moins 2, hein, ça c'est l'appel récursif. Mais il y a une deuxième multiplication. On ne peut pas la faire, parce que pour la faire, il faut connaître cette valeur-là. Mais pour la connaître, il faut faire tous les calculs. Et en attendant, pendant qu'on fasse ce calcul-là, ce truc-là doit rester quelque part, en attente. Voilà. On fait ça, après on fait un appel récursif, et ce truc-là doit attendre. Voilà. Donc ça prend de l'espace mémoire, hein? Ça coûte quelque chose. Et donc quand on regarde ça, on fait le diagramme ici, on va faire factoriel 10. C'est 10 fois fact 1, 10 moins 1. Donc cette multiplication 10 fois ne peut pas être faite avant que le résultat fact 1, 10 moins 1 soit connu. Et donc, on fait l'appel récursif. Mais en attendant, le 10 fois attendra. Et ça continue. Et en fait, on va accumuler les attentes. 10 fois 9 fois 8 jusqu'à une fois factoriel 0. Factoriel 0, c'est 1. Ici, c'est 1. Et enfin, on peut faire les multiplications. Toutes les multiplications d'attente, on peut les faire. Et on a le résultat. Ça marche. 3 628 800. Mais l'autre, fac 2, n'a pas la même façon de calculer. Parce que l'autre, si on a fact 2, I moins 1, I fois A.
I moins 1, I fois A. Et on commence aussi par 10. Hein. On commence par mettre 10. Hein. Fact 2 de n et 1. N et 1. Donc ça, ce sera n moins 1. Donc ça va devenir, j'écris ici, fact de n moins 1 et n fois A. Et A est égal à 1 au début. Bien, c'est très curieux. Cette multiplication, on peut la faire parce qu'on connaît n et 1. Donc, on fait ces calculs-là. Elle n'est pas en attente. Et on continue comme ça. Et de nouveau, ça c'est donc un nombre. Ce n'est pas une multiplication en attente. Hein. Et on a donc n-1 fois n fois 1. En fait, ceci est un nombre. Ça, c'est 10 fois 1. C'est donc 10. Ici, on a 9 fois 10 fois 1. C'est donc 90. Et ce sont des nombres. Donc, les multiplications, on n'attend pas. On les fait tout de suite. Et du coup, à chaque fois, quand on fait un appel récursif, on fait la multiplication et on fait l'appel récursif. Il n'y a rien qui est en attente. En fait, c'est parce que l'appel fac2 est la dernière opération dans la fonction. Après fac2, la fonction n'a plus rien à faire. C'est la dernière opération. Mais ici, fac1, pour l'autre, n'est pas la dernière opération, c'est la multiplication. Ça, c'est très méchant. Parce qu'on doit la garder. Où est-ce qu'on la garde? Quelque part en mémoire. Hein? Et donc, si on fait factoriel 100, il y a 100 multiplications qui sont en attente. Il faut les stocker quelque part. Bah, en fait, on va voir plus tard, c'est stocké sur une pile. Ça prend de la mémoire, ça bouffe de la mémoire. Et en plus, ça prend du temps, toute cette gestion de mémoire, tout ça. Et donc, fac2 n'a pas ce problème. On dit que fac2 est récursif terminal, tail recursive. Ça veut dire l'appel récursif est la dernière opération dans la fonction. Si on a ça, rien n'est en attente. Fact1 n'a pas ça. Fact1 ici, c'est la multiplication. On doit revenir, come back, pour le multiply, qui est stocké quelque part. Et nous allons voir ça avec la sémantique. Hein, que ça doit être gardé. Par contre, ici, fac2, l'appel récursif, ne revient pas parce qu'il n'y a rien à faire après. C'est la fin, c'est la dernière opération. Donc, la taille mémoire est constante. Donc, c'est une bonne boucle. Hein? On peut faire la même chose pour toutes les boucles. Pas simplement factoriel. Je vous donne un autre exemple. Le sum digits. L'astuce, c'est qu'il faut un invoyant. Il faut couper le travail en deux parties. Une partie qui diminue, une partie qui augmente. Quand on fait la somme des chiffres, digits, eh bien, on fait chiffre par chiffre. Donc, c'est logique d'écrire n en ces chiffres. dk-1, dk-2 jusqu'à d0. di, c'est un des chiffres de n. Et Sn, c'est la fonction qu'on va calculer. Donc, on peut écrire une formule mathématique. Sn, c'est S. Et là, on a tous les chiffres de I à k-1. Ça veut dire, c'est encore un nombre qu'on doit traiter. Hein. Mais à droite, on a les chiffres qu'on a déjà accumulés, des 0 jusqu'à di-1. Et donc, on a de nouveau deux parties. Une partie qui diminue et une partie qui augmente. Et si on augmente, on a donc un i ici. Si on fait i' égale i plus 1, eh bien, on a un chiffre de plus dans A et un chiffre de moins dans SI. Donc, on a de nouveau les bases communicantes. Hein? Et ici, on voit un exemple.
N, c'est 314 159. Et on va faire la somme. On commence ici. On a le nombre complet avec plus 0. On enlève le dernier chiffre et on le met à droite. Et on répète. On enlève le dernier chiffre, le 5, et on fait 5 plus 9, ça fait 14. On enlève le 1, et ça fait 15. On enlève le 4, ça fait 19, 15 plus 4, 19 plus 1, et 20 plus 3, et à la fin, on a 0 plus 23, et le résultat, c'est 23. De nouveau, on a un truc qui diminue, un truc qui augmente, et le programme final est ceci. Il y a donc deux arguments, tout comme le fact de 1, S et A. Si S égale 0, le résultat c'est A. Sinon, c'est un appel récursif. S div 10, hein, ça veut dire qu'on enlève le dernier chiffre. Et A plus S mod 10, modulo 10, on ajoute le dernier chiffre à A. Hein. Et voilà. Et donc ça, c'est une vraie boucle efficace. Okay? Donc, ça a l'air très simple. Mais en fait, c'est très profond. C'est comme ça qu'on va faire toutes les boucles. Alors, on peut voir, si on a la définition mathématique comme pour factoriel, on peut déjà faire une fonction, c'est presque toujours mauvais. La programmation, ce n'est pas une simple, c'est pas de la mathématique, c'est autre chose. C'est quelque chose parce qu'un programme s'exécute sur un artefact dans le monde réel, dans l'ordinateur. Et ça donne des contraintes supplémentaires qui n'existent pas en mathématiques. Et la programmation par invariant tient compte de ça. Okay? Donc la programmation par invariant a trois propriétés. D'abord, l'espace mémoire est constant. C'est très bon. Alors, il y a un argument en plus. Celui qui augmente, on appelle ça l'accumulateur, accumulator, et l'appel est récursif terminal, tail-recursif. On dit ça. Ça, c'est un terme que tous les gens de la programmation fonctionnelle connaissent. Et pour terminer, et ça, c'est la dernière chose que je veux dire des invariants, la récursion terminale, c'est exactement la même chose qu'une boucle while. Vous connaissez les boucles while, hein? En Java par exemple. Bien, c'est juste une autre façon d'écrire une boucle while. Ici par exemple, je l'écris directement avec un while. Hein? S, c'est un état. En fait, une boucle, les deux arguments, on peut voir ça comme un tout, hein? L'état qu'on change. Et donc, if is done, c'est terminé, le résultat c'est S. Sinon, on transforme l'état, hein, disons, on diminue A, I, et on augmente A. C'est une transformation de l'état. Et on fait l'appel while récursif. Et le while, c'est un appel terminal, tail recursion, on appelle ça. Il y a ici la même chose en boucle while. Hein, while loop, genre syntaxe Java C++. Hein? Vous allez me voir écrire beaucoup de puzzles, mais j'ai écrit énormément de code en C et de Java dans ma vie avant d'apprendre comment bien programmer. Des dizaines de milliers de lignes de code. Donc ça, c'est une simple boucle while. While not is done S, S égale transform S, et à la fin, return S. Donc ça, c'est la boucle. C'est une façon générique, toutes les boucles de cette forme-là. Je vais les écrire comme ça. Le S, c'est l'état, c'est le state. Dans cet exemple-là, le S est un paire. Et on fait une transformation. Et ça devient I moins 1 et I fois A. Et le is done, le S, c'est vrai quand I est égal à 0. Donc les transform et is done, ce sont des fonctions sur l'état. Donc c'est une façon générique. Donc sur ce slide, je veux vous montrer génériquement comment toutes les boucles exécutent. Vous voyez donc que les invariants marchent avec ça, mais aussi avec ça.
Dans tous les cas, la programmation par exemple est la bonne façon de faire les boucles. Voilà, je vous le dis, c'est toute mon expérience qui dit ça, je ne raconte pas des blagues, la preuve des cheveux gris. Donc, mais vous n'êtes pas obligé de me croire, mais si vous ne faites pas ça, vous allez voir que vous allez avoir des problèmes. Ça, c'est pas ma faute. Ok, pour la programmation par invariant, ça c'était un truc qu'on avait commencé la semaine dernière. Maintenant, vous savez comment faire des boucles. Voilà. En principe, vous aurez dû déjà apprendre ça dans l'autre cours, mais je pense que c'est toujours une bonne façon de réfléchir à mémoire. Maintenant, je commence donc pour de vrai, la deuxième séance, la programmation symbolique. Et ici, la semaine prochaine, attention, la semaine prochaine, on va commencer la sémantique, mais pas encore aujourd'hui. Ça va rien. Aujourd'hui, on va commencer à parler des listes et après des arbres d'essence. D'abord, la liste. La liste, c'est quelque chose de très très marrant. C'est une structure symbolique. Ce n'est pas un nombre. Une liste est une séquence d'un nombre de choses. Et c'est très curieux, une liste est définie de façon récursive. On va définir une liste à partir d'elle-même. C'est une très bonne façon de définir les choses. Et comment utiliser la récursion pour faire des boucles? Et on a la récursion pour la définition des structures. Vous voyez, ça colle très bien ensemble. Donc, vous allez voir qu'il faudrait être très facile de faire des boucles sur les listes. Ok, je définis la chose suivante. Une liste, voici la définition. C'est ou une liste vide, avec rien dedans, ou un élément, ça peut être n'importe quoi, une autre valeur, suivi par une autre liste. C'est ça. Une liste peut être définie en termes de listes, une liste plus petite. Il n'y a pas de régression infinie parce que l'autre liste ici, en principe, est plus petite. Voilà. Donc, à un certain moment, on va tomber sur une liste de taille 0. Les listes, ici, ainsi définies, sont la structure la plus importante dans toute l'informatique. Je peux vous dire ça catégoriquement. La preuve, c'est qu'un des tout premiers langages de programmation inventés dans les années 50, qui s'appelle Lisp, n'avait que des listes comme structure de données. Allez, et des nombres. Des nombres, c'est pas très mal, mais les listes, c'est très intéressant. Ok, je vais définir ça avec une notation formelle, parce que c'est beaucoup plus court et plus visible. On peut définir les listes avec ce qu'on appelle une règle de grammaire, EBNF. EBNF, c'est parce que les deux types qui ont inventé ça s'appellent Backus et Naur, John Backus et Peter Naur, dans les années, je ne sais pas, il y a longtemps, 50, peut-être 60. Donc ça s'appelle Extended Backus-Naur Form, EBNF. Mais c'est une règle de grammaire qui a un sens très simple. Donc, on a ces notations assez intéressantes, on a une sorte d'affectation, c'est une définition, deux doubles points égales. Ici à gauche, on a ce qu'on est en train de définir, ce sont des listes des éléments de type T. Par exemple, une liste qui contient des entiers, une liste qui contient d'autres listes. Et ici, à droite, il y a la définition. La barre verticale, ça veut dire où. Donc une liste, c'est où 1000. 1000, c'est quoi? C'est une constante. Une constante qui s'écrit M-I-L. Constante symbolique. Où T, c'est un élément de type T, suivi par une barre verticale, suivi par une autre liste de type T. Okay? Vous voyez qu'on a deux fois une barre verticale ici. Il faut bien ne pas les confondre. Ça, la première barre verticale, fait partie de l'EBNF.
ça veut dire où. Mais la deuxième barre verticale, ça fait partie de la chose qu'on est en train de définir. Parce que dans le liste, il y a aussi des barres verticales, et donc on met des quotes, des guillemets, pour ne pas les confondre. Okay? Donc ça, ce genre de notation, on va les utiliser très souvent. D'ailleurs, c'est très largement utilisé. Voilà. Et donc, avec ça, on peut définir plein de listes. 1000, 10 barres, 1000, 10 barres, 11 barres, 1000, etc. Non? Plein de listes. Et on peut calculer avec ça. Donc, pour être précis, donc dans ce cours, je vais essayer d'être très rigoureux. Question? Oui, les barres verticales qu'on a vues sur, juste avant, c'était le ou c'était ceux avec les guillemets? Ça, celui qui n'a pas de guillemets, fait partie de l'EBNF. Oui, mais enfin. Mais l'EBNF, la notation EBNF définit une syntaxe. Donc la barre avec les guillemets fait partie de la syntaxe qu'on est en train de définir. Donc dans les listes, il y a aussi des barres verticales. Vous pouvez les confondre là. Là, il y a aussi des barres verticales. C'est pas le même. Et celle avec les guillemets, celle-là? Oui. D'accord. Et donc c'est souvent comme ça. Hein. Si on a une notation, et parfois ce qu'on est en train de définir, bah, il y a des trucs qui ressemblent à la notation. Donc il ne faut pas les confondre. En général, parfois on utilise un backslash. Dans les systèmes d'exploitation, c'est souvent un backslash. On est là, sans les guillemets. Donc je vais être simplement très précis maintenant. Donc dans ce cours, je ne suis pas un mathématicien. Ma vie, ce n'est pas prouver des théorèmes. C'est ce que fait un mathématicien. C'est construire des systèmes. En informatique et autres. C'est ça que je fais tous les jours. Et donc, j'aime aussi la rigueur, même si je ne trouve pas de théorème. Donc, je vais essayer d'être très rigoureux. Si on a ici int, d'ailleurs, les deux crochets angulaires, on peut les confondre avec plus petit que et plus grand que, mais c'est une ressemblance. Ce sont simplement des crochets. Donc, crochet, int, crochet, ça représente un entier. Ça veut dire quoi exactement? C'est un ensemble de toutes les représentations syntaxiques, ça veut dire visuelles avec des caractères d'entiers. Et liste de int, c'est un ensemble de toutes les représentations syntaxiques des listes d'entiers. Et T, si on a liste de T, par exemple, T c'est une variable. Vous voyez que dans l'informatique, il y a une pléthore de variables. Non? Ici, T est une variable de type, type variable. C'est un ensemble de représentations syntaxiques des valeurs de type T. Qu'est-ce que c'est T? Ça dépend. C'est une variable qu'on peut mettre là dans ce qu'on veut. Et ça veut dire que jusqu'à maintenant, on a vu trois trucs auquel on pouvait attacher le mot variable, la variable de type, un identificateur, la semaine dernière, et une variable en mémoire. Et il y a l'environnement qui va lier l'identificateur et la variable de mémoire. Ce sont trois choses différentes. Et les gens qui sont un peu, qui ne sont pas très soigneux, un peu sloppy, un peu moins rigoureux, ont tendance à appeler tous ces trois trucs des variables. Mais il faut bien ne pas les confondre. Et moi, maintenant, je vais demander à un collègue belge de nous mieux éclaircir ça. C'est un monsieur qui s'appelle René Magritte, un peintre surréaliste, extrêmement célèbre. Et ça, c'est sa toile peut-être la plus célèbre. Ceci n'est pas une pipe. Mais il a raison, hein? Ce n'est pas une pipe, c'est une peinture. On ne peut pas mettre du tabac dedans. Et là, ce n'est même pas ça. C'est une projection numérique, une photographie, une peinture. Donc,
c'est une représentation. Et donc ici, int, on a des représentations des entiers. En fait, on ne va jamais voir des entiers. Personne n'a jamais vu un entier. C'est impossible. Ça, 1, 2, 3, 4, ça, ce n'est pas un entier. Hein? C'est un truc qui nous aide à parler des entiers. C'est une projection numérique d'une représentation visuelle d'un entier en base 10, avec des symboles, des chiffres en base 10. Ceci, donc, n'est pas un entier. Personne n'a jamais vu un entier. C'est très philosophique, l'informatique. Hein? Qui aurait cru? Donc, pour les listes, on a donc des représentations. Les vraies listes sont stockées en mémoire. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des électrons dans les circuits qui se mettent à un certain endroit, et on peut appeler ça une liste. Hein. C'est aussi une représentation. Hein. Un tas d'électrons dans un flip-flop ou dans une stocké sur une capacité, condensateur, et ça représente une liste. Vous voyez, ce n'est pas une liste non plus, c'est aussi une représentation. Hein. Et nous avons une représentation avec des symboles que nous connaissons, 10, 11, 12 par 1000. Et on peut donc remplacer à chaque fois le symbole par le côté droit de la règle, jusqu'au moment où on n'arrive à aucune liste int qui ne reste, et là on a une liste. Ça c'est une représentation de liste. 10 bar, 11 bar, 12 bar, 1000. Ce n'est pas la seule. En général, les langages de programmation permettent beaucoup de représentations. En OZ, il y a une autre représentation pour la même liste, avec les crochets, les brackets. Les brackets, les crochets, 10, 11, 12. 10, 11, 12 avec des crochets est strictement identique en mémoire à 10 bar, 11 bar, 12 bar, 1000. Le fait qu'on ne voit pas les 1000 à gauche, ça ne veut rien dire. Ces deux choses représentent strictement la même liste. Okay? Et pourquoi on a les crochets? Bien parce que c'est plus court, plus visible, hein, parce que les humains savent avoir de synonymes. Hein, c'est un genre de synonyme. Ça s'appelle du sucre syntaxique. Syntactic sugar. C'est une manière de faire plusieurs représentations de la même chose. Il y a encore une autre représentation graphique, comme un dessin, comme une figure en 2 dimensions. Moi j'aime ça, j'ai un esprit très visuel. Il y a des gens qui n'ont pas d'esprit visuel. Hein. Chacun a ses talents, mais cette représentation existe. Hein. Et moi j'ai des yeux, et derrière les yeux, il y a des milliards de neurones qui font plein de calculs, donc c'est un processeur très puissant, et donc ça m'aide à comprendre la représentation visuelle. Donc en général, les humains aiment ça, et on représente une liste, c'est la même 10, 11, 12, 1000, comme un arbre, une arborescence. Mais ce n'est pas un arbre qui pousse dans le sol, c'est un arbre pour un informatique. Hein, il y a la barre verticale plus haut, s'appelle la racine, le root, et il y a des sous-arbres, 10, et ici il y a un autre sous-arbre qui est 11, 12 000. Et ça, je vous montre ça, mais plus tard, on va voir ça de plus en plus. Hein. Et donc créer des listes de façon incrémentale. Je peux faire x égale 5 bar x2, x2 égale 6 bar x3, x3 égale 7 bar 1000. Si j'exécute ça, ça va me créer une liste. Mais vous voyez, on a des variables d'affectation unique. Disons, les x2, les x3, on n'a pas besoin de les affecter tout de suite. Et enfin, on peut calculer avec des listes. Et là,
pour des raisons que vous comprendrez après, une liste. Si j'ai par exemple une liste par 1000, disons que c'est la liste L, il y a une partie à gauche et une partie de droite. L'élément et le reste de la liste, on appelle ça la partie 1, 1 et la partie 2. Donc L.1 va être égal à 10 et L.2 va être égal à 1000. Donc il y a une relation ici, point 1, point 2, qui permet de prendre une liste et regarder les parties de la liste. Et on peut aussi comparer, if x égale 1000, on peut comparer avec 1000. 1000 est une constante. Alors, je ne vais pas vous expliquer ça. On va faire des fonctions. On va faire une fonction qui prend une liste. Pas un nombre, qui prend une liste très simple, qui fait la somme des éléments d'une liste. Et c'est comme avant. On peut utiliser la programmation ou pas. Donc ça ne change rien. Si on calcule avec des listes, ou avec n'importe quoi, tout ce qu'on a appris avant reste vrai. Okay? Ça ne change rien. Donc ici, si je veux définir une fonction qui calcule les sommes des éléments de liste, je peux calculer ça comme ça. Si la liste est vide, c'est 0. S'il n'est pas vide, c'est L.1 plus somme L.2. Ça donne ça. Et vous allez me dire, voir tout de suite que c'est correct. L.1 plus somme L.2. L.2, c'est le reste de la liste. Donc si j'ai la liste 10, 11, 12, 1000, le somme de ça s'écrit comme ça, avec un os, c'est 10, ça c'est L.1, et ça c'est L. L.1, et L.2 c'est le reste. L.2 c'est 11, 12, 1000. Donc on peut l'écrire comme ça, mais vous avez tout de suite compris que ce n'est pas la bonne manière de le faire, parce que cette fonction n'est pas récursive terminale. Ce n'est pas le boucle while. C'est un truc plus compliqué qui prend beaucoup d'espace sur le fil. C'est le faire. Et donc, ça, c'est la bonne façon de faire la somme des éléments d'une liste. Si L égale 1000, on a un argument plus A. Si L égale 1000, then A, sinon, somme 2, L.2. Ça veut dire, vous voyez que L, c'est la partie qui diminue, et A, c'est la partie qui grandit. Le L, L.2, après on va de nouveau faire .2, et à un certain moment, on va tomber sur 1000. On a L, L.2, le nouveau .2, le nouveau certainement, on a un liste vide. Et à chaque fois, on va prendre L.1, on va l'ajouter à A. Je vais peut-être quand même vous montrer un petit calcul. Si je fais par exemple la fonction somme de LA if L égale 1000 then A else somme de L.2 A plus L.1. Ça, c'est des éléments de liste. Là, je vais vous montrer la liste. Ça. Je dois commencer avec 0. J'exécute ça. Le résultat, si vous pouvez vous dire, c'est 56. Ça, c'est une boucle
Ça correspond du tout. Ok. Un autre exemple, un peu plus marrant, N-ième, avec argument N et N, ça renvoie à la N-ième élément d'une liste. Et regardez bien le type de N. C'est une fonction. Hein? Donc une fonction, ça a aussi un type. Hein? Ici, c'est une fonction qui prend un argument qui est une liste de type T, un entier, et qui renvoie un élément de type T, un élément de cette liste. Hein? Ici, n égale 1, le résultat c'est n.1, c'est le premier élément. Sinon, c'est un récursif n.2 de n-1. Et on peut l'écrire comme ça. Et on voit de nouveau que c'est récursif terminal et tout va bien. On peut écrire ça comme une boucle while aussi. Hein? Qu'est-ce qui se passe si le n-ième élément n'existe pas? Hein? Là, il y aura une erreur. Parce qu'à un certain moment, si le n-ième élément n'existe pas, on essaie de trouver le cinquième élément de liste qui n'a que deux éléments. À un certain moment, on va faire un truc du genre nil.1. Mais nil, ce n'est pas une liste. Donc nil.1, ça va faire une erreur à l'exécution. Et pour vous expliquer tout, en fait, ça va faire une exception. Et si vous êtes malin, vous pouvez détecter ça dans le programme et corriger. Mais en principe, nil.1 n'existe pas. Ok. Maintenant, je vais vous montrer une deuxième chose par rapport à la programmation symbolique. On a maintenant vu les listes. Très importante. Maintenant, je vais vous parler de pattern matching. Faire correspondre des formes. Pattern, c'est une forme. Et pattern matching, c'est on a une forme, on a une donnée, on veut voir, et on a une forme et on essaie de la faire correspondre. Ça, c'est une façon très intéressante de programmer. C'est très utilisé dans la programmation symbolique. Tous les langages qui permettent des structures symboliques vont offrir un truc qui ressemble à ça. Donc, si vous allez utiliser un langage qui fait des trucs symboliques, hein, même un langage comme Scala, qui peut faire des trucs comme ça. Donc, ici, on a une liste à gauche. J'utilise la représentation graphique parce que comme ça, on voit bien la structure de la forme. Ici, on a donc une liste 10, 11, 12, 1000. Ça, c'est en mémoire. Hein. La liste, elle, est stockée en mémoire. Et on a un pattern, une forme qui n'existe pas en mémoire. Hein. Le pattern, c'est juste une forme qui fait partie du programme. Hein. Le pattern est ici. Et il y a une instruction qui s'appelle case en rose, mais dans d'autres langages, ça peut avoir un autre nom. Hein. Ça peut s'appeler switch, par exemple. Ou c'est automatique dans un langage comme Haskell, on n'a même pas besoin de rien dire parce qu'on a des patterns partout. Tout le langage se fait avec des patterns. Donc ici, on va comparer L, qui est une structure en mémoire, avec une forme. Et on va essayer de les faire correspondre. Et dans ce cas, ça marche. La H correspond à 10 et le T correspond à la liste 11, 12, 1000. Donc le pattern correspond bien à la liste. Il aurait pu ne pas correspondre. Hein. S'il aurait eu une autre structure à gauche, 1000 par exemple, ça ne peut pas correspondre avec... Ici, on a une liste avec un élément et une autre liste. Donc ici, on a une liste de 3 éléments. Donc H va être l'élément et T va être 11, 12, 1000. Vous voyez, c'est une façon très agréable de programmer. Hein? On n'a pas besoin de faire L.2. On fait simplement un dessin du résultat. On fait simplement ici un dessin et le case va automatiquement extraire, faire sortir les parties nécessaires. Okay.
Et bien sûr, le pattern matching marche avec tout ce qu'on a vu avant, donc avec des listes, et avec la programmation par invariant, tout ça, ça reste valable. Tout ce qu'on a vu, on peut l'utiliser avec du pattern matching. Hein. Ici, par exemple, on a une mauvaise fonction somme. C'est très mauvaise parce que l'addition plus se fait après l'appel récursif. On voit qu'on peut faire ça avec pattern matching. Maintenant, on voit qu'il y a deux formes. Il y a nil et il y a h bar t. Case, L, of, nil. Et l'autre cas, c'est h bar t. On voit que ces deux formes correspondent à la définition de BNF. Dans la définition de BNF, il y a deux cas pour une liste. Il y a nil pour une liste vide et un élément suivi par une barre verticale suivi par une autre liste. Eh bien, on met ces deux choses en pattern. Et donc, toutes les listes, toutes les fonctions sur les listes, on peut les combiner avec un case. Comme ça. Nil, c'est le pattern. Ça, la partie en jaune ou en vert ou en clair, un truc qui ressemble à jaune-vert, ça s'appelle une clause, parce que c'est une branche. Hein. C'est une partie d'un case avec un pattern, et ça c'est l'autre partie. Et ce que va faire le case, c'est que quand on l'appelle, il va essayer chaque pattern. Hein? Il va essayer dans l'autre. Une clause va correspondre, va matches, si le pattern correspond. Sinon, on essaye la clause suivante. Hein? Le label, ça veut dire la barre verticale, et les arguments doivent correspondre. Et donc, en fait, on essaye toutes les clauses jusqu'à ce qu'on trouve une qui marche. Et comme exercice pour vous, je ne veux pas le montrer, je vous laisse ça à vous, c'est écrire la version somme avec accumulateur et avec case. C'est très simple en fait. Hein? Ça, c'est la mauvaise définition. Alors, je vous demande, comme petit exercice, de faire la bonne définition avec la case. Somme de L et de A dans l'accumulateur, bien récursif terminal, et avec un case, c'est du pattern match. Ça, ce serait l'exercice. OK. Très bien. Ça, c'est la première partie de la programmation symbolique, les listes. Et après, nous allons aller à la vitesse supérieure pour voir les arbres. Et vous allez voir que les arbres, ça introduit un tout autre monde de possibilités. Donc on va faire maintenant une petite pause. Hein, comme ça, vous pouvez je vais parler des arbres, mais avant de parler des arbres, je veux vous apprendre un tout petit peu de sémantique. Le langage, ça c'est le partie qui est un peu plus mathématique. Mais je ne veux pas beaucoup en parler. Juste un tout petit peu, comme ça, vous allez voir que c'est pas très difficile. Vous vous souvenez, la semaine dernière, j'ai dit que tous les paradigmes, ils ont un petit langage à l'intérieur qui s'appelle le langage noyau, kernel language. Et que j'allais vous montrer le langage noyau de tous les paradigmes. Et je voudrais donc, pendant 5 minutes, vous montrer à quoi ressemble le langage noyau pour le premier paradigme, la programmation fonctionnelle. Hein? Et par rapport à la sémantique, le langage noyau, c'est la première partie. En fait, la sémantique formelle du langage, ça permet de voir l'exécution de façon rigoureuse.
mathématiquement très complète. Et la sémantique, il y a deux parties. Il y a le langage noyau, en fait, c'est la première partie de la sémantique. Et il y a une deuxième partie qui s'appelle la machine abstraite. C'est une construction mathématique, une sorte d'ordinateur simplifié qui permet d'exécuter les programmes en langage noyau. Donc, je ne vais pas encore vous parler de machine abstraite, mais juste pour vous dire que la sémantique, donc il y a deux parties. Il y a le langage noyau d'un côté et la machine abstraite de l'autre. Et je voudrais vous montrer un peu à quoi ressemble le langage noyau de la programmation fonctionnelle. En fait, tous les programmes que nous avons vus, on peut les traduire en langage noyau. Et tout ce qui se passe est visible. Moi, je suis un peu cinéphile et j'ai vu un film humoristique qui s'appelle Casino Royale de James Bond, mais pas le récent, un ancien film avec Orson Welles, Woody Allen, Peter Sellers et David Niven, donc les gens connus. Je ne sais pas si vous connaissez. À un certain moment, Orson Welles est dans un casino. Orson Welles, le cigare dans la bouche, il raconte, et il dit, je vois, et c'est un type qui gagne toujours. Il est en train de jouer baccarat, il perd jamais. Et il dit, je vois tout ce qui se passe autour de cette table. Rien ne m'échappe. Ben, je vous dis ça parce que le langage noyau, c'est un peu pareil. Dans un langage noyau, on voit tout ce qui se passe à l'exécution. Rien n'est caché. Tout est visible. Parce que quand on fait des programmes avec des syntaxes très brèves et courtes, et bien, il y a plein de choses qui se passent derrière qu'on ne voit pas. Mais ce n'est pas le cas pour le langage noyau, on voit tout. All intermediate results are visible. Tout est visible. Hein? Les fonctions deviennent des procédures. Pourquoi? Parce qu'une fonction est un résultat. Le résultat devient un argument. Donc ça devient une procédure avec un argument plus. Les fonctions imbriquées, hein? A plus B fois C. Bien, B fois C est donné à l'addition. Hein? Il y a un résultat intermédiaire. Bien, en langage noyau, on le voit. On voit tout. Et je vous donne juste un exemple. Voici une fonction pour calculer la longueur d'une liste avec case pattern matching. En plus, elle est bien écrite. Elle est récursive terminale. Ça, c'est l'exemple d'une belle fonction bien écrite et efficace. Mais elle n'est pas en langage noyau. Je vais vous le montrer en langage noyau et ça va gonfler, ça donne ça. Donc on voit tout. Donc ici d'abord la fonction devient une procédure parce que le résultat est visible. Le case, dans le langage noyau, il n'y a que des cases avec un seul pattern. Donc si on a plusieurs, il faut faire case of nil, else. Case of x bar x else. Et il y a une erreur de type. Parce que bien sûr, on peut appeler length avec un truc qui n'est pas une liste. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Dans le langage noyau, on le sait. On va faire raise type error. Voyez? Après, on a tous les calculs. On a l'appel récursif ici. On a n plus 1. Mais n plus 1, c'est stocké quelque part. N plus 1. Eh bien, en langage noyau, on le voit. C'est un autre identificateur. Donc, il y a une autre variable qui s'appelle N1. En fait, je peux le raccourci. N1, c'est l'identificateur. Mais en fait, il y a une variable derrière. Et on voit aussi que le U, c'est le 1. Donc, on ne peut avoir rien d'imbriqué. Le 1 aussi doit être stocké quelque part.
Et donc ça, vous voyez que c'est très long, hein? C'est long. Mais c'est un langage simple ici. Il n'y a aucun raccourci. Ça, c'est le langage pratique pour le programmeur, bien compact et très lisible. Mais pour l'ordinateur, c'est pas ça. Pour l'ordinateur, on a ça. Et après, ça va être traduit en instruction machine. Hein. Donc tous les compilateurs, ils ont un peu ça. À l'intérieur de tout compilateur, il y a une version simplifiée du langage qui s'appelle Abstract Syntax Tree, qu'on ne voit jamais. Bien, ça ressemble un peu à ça. Donc une fonction est une procédure, on va transformer des fonctions en des procédures avec un argument de plus qui est le résultat de la fonction. Et donc, dans le langage noyau, il n'y a pas de fonction, il n'y a que des procédures. On peut écrire des fonctions. Hein? Ici, j'écris fun, fonction. Mais en langage noyau, le concept de fonction n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il suffit d'avoir des procédures. Et on ne va pas multiplier les concepts si ce n'est pas nécessaire. Donc, dans le langage noyau, chaque concept n'existe qu'une seule fois. Et donc, une fonction, c'est juste un genre de procédure. Si j'appelle length LZ, n égale length LZ, et length est une fonction, en fait, pour le langage noyau, c'est une procédure avec 3 arguments. Et donc, ça, c'est un aspect du langage noyau. C'est hyper factorisé, c'est un langage hyper simple, et du coup, les programmes sont très longs en langage noyau. Hein. Tout programme pratique peut être traduit en langage noyau. Ça, c'est le langage noyau. Il peut tout exprimer, même si c'est plus long. Comment est-ce qu'on le fait? Bien, vous allez, normalement, je vous demanderai de savoir faire ça, mais ce n'est pas compliqué. Vous écrivez le programme, mais vous n'avez le droit que d'utiliser des instructions en langage noyau. Ça, c'est clair. Hein? C'est traduit en langage noyau. Et le case, il n'a qu'un seul pattern. Eh bien, vos cases ne peuvent avoir qu'un seul pattern. Hein? Par exemple. Et si vous avez des fonctions, il faut les traduire en procédures. Les fonctions deviennent des procédures, des expressions nested, donc imbriquées, deviennent des séquences avec des variables qui les connectent. Hein? Chaque pattern a un autre case. Mais ce qui est intéressant, c'est que le langage noyau a été conçu pour être un sous-ensemble de hosts. Vous pouvez donc l'exécuter. Le système accepte le programme en langage noyau. Donc les programmes sont plus longs en langage noyau. On peut très vite voir quand le programme est récursif terminal. On peut voir exactement quelles sont les instructions qui s'exécutent, quelles sont les variables qui sont affectées, dans quel ordre. On voit tout. Alors, on voit tout ce qui se passe dans l'exécution. Et juste pour terminer, voici donc un résumé du langage noyau du paradigme fonctionnel. Donc il y a S, c'est une instruction, statement. Vous voyez que ça ressemble à la notation de NF, hein? Je le définis comme une grammaire. Il y a le local, vous avez vu ça. Il y a les if, vous avez vu ça. Proc, vous avez vu, c'est une procédure de case, vous avez vu. Il y a aussi l'affectation égale. Il y a un appel de procédure ici. Et il y a une séquencement, S1 suivi par SE. Et il y a une instruction que vous n'avez pas encore vue, c'est l'instruction skip. C'est l'instruction qui ne fait rien. C'est assez curieux. Pourquoi on a une instruction qui ne fait rien? Eh bien, si vous voulez faire un if sans else, bah, le if il a toujours un else. Mais si vous ne voulez rien faire, là, vous pouvez mettre un skip. Après, il y a V. Les V sont des valeurs. On a des nombres, on a des listes. Et il y a encore d'autres trucs qu'on n'a pas encore vus. Vous allez le voir après. Les nombres peuvent être des entiers ou des flottants. Et voici les listes, c'est nil, ou un identificateur, ou
un identificateur suivi par une barre verticale suivi par une liste. Ça, c'est la syntaxe des listes. Et P, c'est un pattern. Donc les patterns ont la même syntaxe que les structures qu'on crée. Facile. Ça, c'est donc presque, il est presque complet. Hein? Almost complete. Presque complet. C'est pour vous dire. Vous voyez que ce n'est pas très abscon, c'est très intuitif. Et la sémantique, la machine abstraite va donc comprendre ça. Et pour chaque instruction, on va savoir exactement ce qui se passe. Ok, ça c'est tout ce que je veux dire sur ça. Maintenant, vous pouvez oublier, et je retourne quand je veux discuter des arbres maintenant. Les trees, les arbres. Ok, les arbres, c'est la deuxième structure la plus importante dans l'informatique, après la liste. Super important, sont utilisés partout, pour organiser de l'information. Et je vais vous montrer un algorithme très intéressant pour vous montrer un peu la puissance, mais aussi la difficulté, parce que ça demande quelquefois une réflexion. Les arbres sont subtils. Je vais vous définir ce qu'on appelle un arbre binaire ordonné, ordered binary tree. Et on va utiliser ça comme pour stocker des informations, comme un dictionnaire. Il y a donc beaucoup de types d'arbres. Si vous suivez le cours d'algorithmique, structure de données, vous allez voir plein de trucs avec les arbres. Il y a des millions de différents types d'arbres. Bon, je ne veux pas dire ça, je veux vous montrer le cœur. Qu'est-ce que c'est un arbre? Un arbre est une structure récursive comme une liste. On va le définir aussi. Et on peut le définir aussi avec une ligne de grammaire, comme la liste. Il y a une toute petite différence avec la liste, vous allez voir. Donc un arbre, c'est ou un arbre vide, et ça s'appelle une feuille, un leaf. Vous voyez que les informaticiens sont parfois plus rigolos. C'est une feuille, c'est un arbre vide, ou un arbre, une racine, avec des sous-arbres, des subtrees. Donc on peut avoir une donnée, T. Ici, le petit T ici, on va grouper tous ces trucs ensemble. Donc pour les listes, il y avait deux trucs, hein, un élément suivi par une liste. Mais ici, il y a l'élément T là, mais avec plusieurs sous-arbres. Pas forcément un ou deux ou trois, mais un certain nombre. Donc par exemple, ça c'est un exemple d'un arbre. Grand T, c'est petit t, donc 100 c'est l'élément à la racine. Après, il y a un sous-arbre qui est petit t, 10, leaf, ça c'est ça à gauche. Après, il y a 20, leaf. Après, il y a. Donc, on peut le dessiner aussi graphiquement. Le 100, le nœud principal s'appelle la racine et ça pousse vers le bas. Donc c'est un peu l'inverse d'un arbre dans la nature qui pousse vers le haut, hein, la racine est au bas. Mais en général, on aime bien le dessiner comme ça. Ça pousse vers le bas parce que bon, hein, le bas est plus grand en général. Ça a l'air plus stable. Mais on peut le faire pousser vers le haut aussi, c'est entendu. En général, on le fait pousser vers le bas. Donc on peut comparer les arbres avec les listes. Et vous voyez que c'est presque la même chose. Ici, on a un arbre, la définition, ici, on a une liste. Quelle est la différence? Il y a en fait une seule vraie différence, c'est qu'une liste est une structure linéaire. Chaque liste contient une sous-liste, si on veut, mais un arbre peut avoir plusieurs sous-arbres. Ça peut être 0, 1, 2, autant qu'on veut. Donc, si on a 2, on a une sorte de bifurcation qu'on n'a pas dans les listes. Vous voyez aussi qu'une liste est un cas spécial d'arbre. Une liste
liste est une sorte d'arbre dégénéré, un cas simple. Donc on voit que c'est presque la même chose. Ok? Donc ça, c'est très important de comprendre. Et c'est une très très grande différence dans la pratique. Hein? Et ce que je veux vous montrer, c'est un arbre particulier. Donc il y a des tas d'arbres. Il y a ce qu'on appelle des red black trees, des big trees, je ne sais pas quoi d'autre que vous allez voir dans les cours de mais il y a des gens qui ont inventé plein d'arbres. Mais je vais vous montrer un arbre qui s'appelle un arbre binaire ordonné, ordered binary tree, et qui est cette définition-là. Donc, à la racine, il y a ce qu'on appelle une clé, une valeur. Donc, il y a deux trucs, hein, une clé, une valeur. Il y a un sous-arbre de gauche, left, et un sous-arbre de droite, right. Hein? Donc, binaire, ça veut dire que chaque nœud qui n'est pas un leaf, qui n'est pas une feuille, a deux sous-arbres, binaire. Et ordonné, ça veut dire qu'il y a une condition. Ordonné, il y a une condition. Ça veut dire que pour chaque arbre, y compris tous les sous-arbres, toutes les clés dans les sous-arbres de gauche sont plus petites que les clés de la racine, 1 plus petit que 3, et toutes les clés de sous-arbres de droite sont plus grandes que les clés de la racine. 3 plus petit que 5, 5 plus grand que 3. Et c'est une condition récursive. Ça marche pour tous les sous-arbres, et je vous montre un exemple de ça. OK? Et ici, on va utiliser cet arbre pour stocker des informations. Donc, au lieu d'avoir une seule valeur par nœud, on va avoir deux. Donc, la clé et les valeurs. Hein? On peut les voir comme une paire, mais en fait, comme ça, la clé, ça vous permet de chercher une information et stocker dans la valeur. Et voici un exemple d'arbre que nous allons utiliser. Cet arbre-là est un dictionnaire qui permet de traduire des mots d'anglais en français. Donc, par exemple, on a le qui là, c'est horse, hein, cheval, et la valeur, c'est cheval. Et à gauche, on a dog et chien, on a cat et chat, etc. Et on voit que cet arbre est ordonné. Et ça, c'est assez subtil. Ça veut dire que toutes les clés à droite, monkey, mouse et tiger, sont toutes plus grandes que horse. Plus grande, ça veut dire quoi? Pour un atome, pour une constante symbolique, l'ordre est défini comme dans un dictionnaire. C'est l'ordre lexicographique qu'on appelle ça. Donc, horse est plus petit que monkey parce que horse arrive avant monkey dans le dictionnaire. Ok? Et ça, c'est une définition qui est respectée par beaucoup de langages symboliques, et donc le OS, il respecte ça aussi. Et monkey est plus petit que mouse. Donc, ça marche récursivement. Donc, monkey est plus petit que mouse. Ici, on a mouse, et tous les trucs à gauche sont plus petits, et le truc à droite, le tiger, est plus grand que mouse, par exemple. Vous voyez que donc, les conditions d'être ordonnées, ça donne plein de conditions à l'intérieur de l'arbre. Vous voyez ça? Donc c'est ça, avec ça on va faire des calculs. Et on va l'utiliser, on va faire ce qu'on appelle un arbre de recherche, search tree. Donc ça c'est un genre d'arbre qui est utilisé pour organiser des informations. On peut stocker des informations dedans et on peut chercher dedans. Chercher des informations qui satisfont à certaines conditions. Un search tree, c'est typiquement quelque chose qu'on fait avec un arbre. Faire un arbre de recherche et on va faire trois opérations. On va les définir. Lookup, hein, on va, avec une clé K et un arbre T, on renvoie la valeur V qui correspond. Insert
avec une nouvelle clé et une nouvelle valeur W, on va renvoyer un nouvel arbre avec la nouvelle clé dedans, mais qui est toujours ordonnée. Et en fait, delete, on va enlever la clé K et on renvoie de nouveau un arbre qui est ordonné. Ok, donc voici à quoi ressemble la fonction lookup. On voit que c'est très facile à écrire avec des cases, avec des patterns. Hein. Typiquement, les arbres sur les arbres sont très lisibles si on les écrit comme ça. Donc ici, on a lookup. Alors, on va chercher K dans l'arbre T. Il y a 4 possibilités. K n'est pas dedans, not found. K est dedans, on renvoie la valeur. Et sinon, K n'est pas à la racine, mais peut être dans le sous-arbre de gauche, et K peut être dans le sous-arbre de droite. Donc il y a 4 cas qu'on doit traiter. Si T est un leaf, ça veut dire vide, ben, le résultat est not found. Vous voyez, c'est une fonction. Hein. On renvoie not found. Si T est un arbre qui ressemble à ça, qui Y, value V, T1, T2. Vous voyez, pour rendre les choses un peu plus courtes, je ne vais pas écrire left et right, hein, mais je peux donc simplement faire T1, T2, et on peut ajouter des conditions booléennes, des patterns. En fait, les patterns peuvent aussi faire des tests booléens. Donc, si l'arbre a cette forme-là, et K est égal à Y. Donc ça, c'est Y. Ça veut dire qu'on a trouvé le nœud. Hein. K est égal à Y. On renvoie found de V. C'est logique. Hein. V, c'est le résultat. Hein. Et pour le distinguer avec le not found, on va le mettre dans une structure found de V avec un virgule. Et les deux autres possibilités, c'est que K est plus petit que Y, ça veut dire qu'il faut continuer à gauche. Vous voyez, si K est plus petit que la valeur dans la racine, on sait qu'elle doit être dans une partie à gauche et pas à droite, parce que l'arbre est ordonné. Et donc, on peut faire un appel récursif vers T1, et dans l'autre cas, si K est plus grand, Y, on va dans T2. Vous voyez que donc on va donc descendre à chaque fois, on va à gauche ou à droite, où on trouve ou on ne trouve pas. Hein? Et ça marche comme ça. Je vais vous montrer expliquer ça. Pour me sauver un peu de temps, je vais taper ça ici, je me tape. Là, il pop, je définis ça. Ça, c'est le bon en ligne. Ici, j'ai appelé un arbre. Exemple. Je vais mettre ce fichier sur le texte. C'est par exemple, je peux faire quelque chose de genre browse. Ici, c'est ça. Found de tigre. Ici, je fais la même chose. Fiche. Not found. Les poissons ne sont pas dans la feuille. C'est simple, hein? Ça, c'est très simple. C'est la fonction la plus simple, le lookup.
les autres fonctions sont moins simples. Mais avant de passer à insert, je veux vous dire quelque chose sur l'efficacité de l'arbre. Combien d'opérations? S'il y a un mot dans l'arbre, et les sous-arbres sont approximativement en la même taille, approximativement, on dit que l'arbre est valable, équilibré, un arbre équilibré, alors le nombre d'opérations, c'est proportionnel à l'objectif de base de 1. Ce qui est relativement efficace. Hein. C'est une des raisons pour lesquelles les gens aiment les arbres, à cause de ce logarithme. Beaucoup plus efficace qu'une liste. Si on met 1000 mots dans une liste et on les cherche séquentiellement, alors en moyenne on va passer la moitié des mots, ça fait 500. Par contre pour un arbre, ce sera 10. Un logarithme base de 1 million de mots, c'est encore mieux. Pour un arbre, c'est 20. Et pour une liste, ce sera 500 000. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles les gens aiment les arbres, à cause de ce logarithme. Si l'arbre n'est pas équilibré, si tous les sous-arbres de droite sont tout petits, et les sous-arbres de gauche sont énormes, bah, dans le pire cas, l'arbre, ce sera dégénéré, ce sera un communiste. Un arbre qui est totalement déséquilibré se comportera comme une liste. Ça, c'est pas très agréable. Il existe des algorithmes qui peuvent équilibrer un arbre non équilibré. Donc, ils vont mettre les choses, plus ou moins équilibrer les choses, ça existe. Mais, en général, ce n'est pas nécessaire. Si les mots sont insérés de façon aléatoire, randomly, on peut démontrer mathématiquement que l'arbre sera approximativement équilibré et que le temps de recherche sera toujours le même. Donc, l'arbre, c'est une structure gentille, mais pas très délicate. Alors, en général, il travaille bien. Ça, c'est une chose. Ça, c'est le lookup. L'insertion, on doit maintenant parler de l'insertion indébite. Alors, l'insertion. Je veux insérer un nouvel élément dans cet arbre. C'est pas simple. Je ne peux pas insérer l'élément dans un livre parce que l'arbre ne sera peut-être pas ordonné. Je dois respecter la condition de ordonner. Et voici le genre de choses qu'on va faire. Supposons que je veux insérer KW, une nouvelle paire. Et ça, c'est l'arbre que j'ai actuellement. Si K est plus grand que X, X c'est la racine, alors je sais que le K doit être inséré dans le sous-arbre de droite, à cause de la condition ordonnée. Un K plus grand que X, et le K doit être à droite. Sinon, c'est pas gauche. Ça veut dire qu'on doit insérer à droite. Et le reste de l'arbre restera inchangé. Donc le X et le T1 resteront inchangés. Donc le résultat sera donc tree, X et V c'est inchangé, T1 c'est inchangé, et la belle récursive de insertion sera à droite. Okay. Donc l'insertion peut se faire à peu près avec la même recherche logarithmique que le lookup. Et si K est plus petit que X, alors on le met à gauche. Okay, vous voyez ça? Et donc, comme il est notre paradigme fonctionnel, l'arbre original ne sera pas changé. On va créer un nouvel arbre avec le K dedans. Mais ce nouvel arbre gardera beaucoup de choses en commun avec l'arbre original. Le temps de l'insertion sera toujours logarithmique et l'espace est toujours logarithmique. Et voici le code. Donc, de nouveau, on a 4 possibilités. Si T est un livre,
l'arbre est vide, bah, là, on peut l'insérer tout de suite. Là, il n'y a aucun problème. Si K est égal à Y, donc la racine est égale à ce qu'on veut insérer, là, on veut décider. Parce que ça veut dire que le K, il est déjà dedans. Alors, on doit un peu décider ce qu'on fait. Mais ici, on va simplement le remplacer. On pourrait décider autre chose. Hein? On pourrait décider de garder toutes les réponses et avoir une liste, par exemple. Hein? Ou on pourrait décider de ne pas insérer si la chose est déjà dedans. Mais ici, on le remplace. Okay? Donc on décide ça. K égale Y. Alors le nouvel arbre, c'est K, W, et le T1 et T2 restent. Et les deux dernières conditions, c'est ce qui se passe quand on doit aller à gauche ou à droite. Ici, le K est plus petit que Y, la racine, et donc le K doit être dans le sous-arbre de gauche, hein, parce que l'arbre est ordonné. Donc on va créer un nouvel arbre, tri, qui, Y, value V, et à la place de T1, on fait l'appel insert, parce qu'on va à gauche, mais le T2 est inchangé. Vous voyez? On crée un nouvel arbre, il y a juste le T1 qui est changé. Et le dernier cas, c'est le cas plus grand, Y, c'est pareil, mais là, on doit changer le sous-arbre de droite. Voilà. Vous voyez comment ça marche là? Et ça marche. Et je vais vous montrer ça. Donc, je vais d'abord faire valve de T. Ça, c'est l'arbre original, l'exemple. Hein? Vous voyez ici l'arbre qu'on a utilisé comme exemple. Et maintenant, je vais ajouter quelque chose dedans. Par exemple, insert, allez, fiche, poisson, denté. Et il va donc mettre ça et on va trouver un autre arbre. On peut comparer les deux si on veut. Vous voyez là en bas, à gauche, il y a le nouvel arbre. Et on peut, si on regarde bien, c'est pas totalement évident, hein, parce que c'est un arbre ordonné. Donc, mais les choses sont bien. Le poisson doit être bien dedans. Il est là. Et en principe, il est au bon endroit. Et après, on peut faire comme ça. Vous voyez comment ça marche? Ok. Donc, on a créé un nouvel arbre. La dernière opération, c'est delete, c'est enlever l'information. On a de nouveau, on va enlever les cas. Il y a 4 possibilités. Si K n'est pas dans l'arbre, c'est facile, rien à faire, si c'est un if. Si K est égal à Y, bon, on enlève. Si K est plus petit que Y, alors il faut enlever quelque chose à gauche, hein, à cause de la condition C. Et si K est plus grand, on enlève la chose à droite. Hein? Ça va? Vous êtes d'accord? Vous êtes vraiment d'accord? Oh. Ça c'est bugué, hein? Ça ne marche pas. Delete est beaucoup plus difficile que les autres. Hein? Delete est incroyablement difficile. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est super bugué, hein? On peut tout de suite voir que ça ne peut pas être bon. Quelqu'un peut dire pourquoi c'est pas bon? Ben, petite indice. Si K est
est égal à Y. Grand point livre. Si K est égal à la racine, on enlève la racine. Et les deux sous-arbres, on va les enlever, hein? On va les garder. Là, on enlève tout. C'est faux, hein? C'est beaucoup plus difficile. Et ça, l'algorithme, je vais vous montrer comment faire un algorithme. Et c'est là un très très bel algorithme. Ça vous montre à la fois la puissance et que la puissance se paye. Tu l'as acheté, c'est quoi? La puissance se paye. Si on veut ordonner, on doit assumer. Ça, c'est faux. Ok. Comment est-ce qu'on enlève un élément d'un arbre binaire ordonné? Voici un arbre binaire ordonné, il y a le x, hein, en général, tout ça. Le x, on l'enlève. Donc ici, à droite, il n'y a rien. Point d'interrogation. On enlève ça. Mais ce qui est à droite, là, ce n'est pas un arbre. Hein. Ce n'est pas un arbre parce qu'un arbre n'a pas de nœud vide comme ça. Hein. Il y a quelque chose, normalement, là. Hein. Il faut donc réparer cet arbre pour qu'il reste toujours ordonné. Pour imaginer que ce n'est peut-être pas facile. Hein, parce que être ordonné, c'est une condition récursive, globale, sur tout l'arbre. Alors, on va le faire. Je vais essayer de faire de façon très systématique. Vous allez voir tout le code, comment on le fait. D'abord, des cas simples. Il y a des cas aussi simples. Hein? Si un des sous-arbres est vide, hein, on enlève la racine et un des sous-arbres est déjà vide, alors c'est facile. Dans ce cas, ici, on enlève ce nœud-là, le sous-arbre vide, c'est juste cet arbre-là qui reste. Et si c'est l'autre direction, si le sous-arbre de gauche est vide, c'est celui-là qui reste. Donc, quand un des sous-arbres est vide, c'est facile. Il suffit de remplacer l'arbre par l'autre sous-arbre. Mais ça ne résout pas le problème vraiment. Hein. Alors, il faut attraper le taureau par les cornes, comme on dit. Comment est-ce qu'on doit faire? Supposons que les deux sous-arbres ne sont pas vides. Et on doit enlever x de racine. On doit mettre quelque chose là. La chose qu'on met là doit être un élément qui est plus grand que tout ce qui est à gauche et plus petit que tout ce qui est à droite. Sinon, l'arbre ne sera pas donné. Hein? On doit mettre quelque chose. En fait, il y a deux possibilités. On pourrait y mettre le plus petit élément du sous-arbre de droite, hein, que j'appelle Y. Je le mets ici, et on le met là, et là, ici, on l'enlève. Hein? Et ce serait bon, parce que tous les éléments ici seront plus grands que Y. Parce que ça, c'est le plus petit élément du sous-arbre de droite, et tous les éléments du sous-arbre de droite sont plus grands que le sous-arbre de gauche, donc la condition ordonnée restera. C'est donc une possibilité. Ouf, on commence à faire un peu de progrès. Il y a une autre possibilité. Hein? Quelle est l'autre possibilité? Oui? Oui, on pourrait enlever le plus grand élément du sous-arbre de gauche. L'un ou l'autre, ce serait bon. Donc, il y a une possibilité. Et je vais vous montrer le code qui fait ça. Donc, pour résumer, d'abord, on veut donc enlever la racine vide. Il y a deux possibilités. Si un des sous-arbres est une racine, on remplace par l'autre. Donc ici, le résultat devient T1. Si ni l'un ni l'autre
sont des arbres, on enlève un élément. Donc le T2 devient TP partiel, alors, et on met cet élément là. On place Y. Et donc on doit changer la partie en rouge, là. OK? Et maintenant, on peut commencer à écrire du code. Je suppose qu'il y a une fonction qui fait ça. Après, on va écrire la fonction. Je suppose qu'il y a une fonction que je vais appeler remove smallest. Enlever le plus petit. Remove smallest prend un arbre et va renvoyer trois valeurs. Un nouveau sous-arbre sans l'élément le plus petit. Donc, il a enlevé l'élément le plus petit. La valeur de l'élément le plus petit, la clé, pardon, de l'élément le plus petit, et la valeur de l'élément. Parce qu'il y a les deux trucs. Hein. Si on a cette fonction, on peut résoudre le problème. Ouf. Et après, on va écrire la fonction. Ici, hein, si k égale x, donc on doit enlever la racine. Eh bien, on va enlever le plus petit élément de T2. Et il y a deux possibilités. Hein? S'il n'y en a pas, none, ça veut dire que T2 est leaf. Hein? À ce moment-là, le résultat, c'est simplement T1, comme on avait vu sur le slide précédent. Hein? C'est le premier cas. None. L'autre cas, remove smallest, on voit trois valeurs. On va ici avoir un triple, TP, YP et VP. Et on crée un nouvel arbre avec la clé YP, la valeur VP. Le sous-arbre reste T1, ça ne change pas. Et le nouvel arbre de droite, c'est TP. Et ça, c'est la solution. Et les autres cas, les deux cas récursifs restent pareils. Parce que, en fait, on va d'abord descendre jusqu'au moment où on est au niveau de la racine. Et après, on va appeler le mouvement. Vous voyez, c'est pas complètement évident. Hein? Mais on doit encore écrire le move smallest. Le move smallest. Comment est-ce qu'on écrit ça? Ici. Comment est-ce qu'on écrit une fonction comme ça? Comment est-ce qu'on invente une fonction comme ça? Je vais vous montrer comment moi j'ai réfléchi. Moi, je l'ai réfléchi de façon visuelle. Donc, on veut faire le move smallest. On va définir cette fonction. Voilà, fonction. On a un arbre. OK. On va donc écrire au move smallest. On a un arbre ici. Quand on définit une fonction sur un arbre, on doit toujours suivre la structure récursive du type. Bien. Case T of leaf, then, où on a x value v, t1, t2. Ça, on va toujours faire ça. Donc ça, c'est facile. Hein? Quand on définit une fonction sur un type récursif, on peut toujours écrire un case comme ça. Facile. Hein? Parce qu'on doit simplement suivre la structure de T, la définition de T. Ça, et maintenant, on a deux cas. Ici et ici. On va traiter les deux cas. D'abord, si T est vide, c'est un leaf. Ah, ça c'est le cas facile. Hein? Le résultat va être none. Rien. Il n'y a pas d'élément plus petit. Parce que là, c'est vide. Super facile.
Okay. Dans l'autre cas, eh bien, on a ce résultat qui est le triple. On a 3 trucs dedans. On a ça. Et on veut l'élément le plus petit dedans. On a x, v, t1, t2. On a x, v, t1, t2. Et on veut l'élément le plus petit qui est dedans ça. Quel est l'élément plus petit là-dedans? Ah! Bah, si T1 n'est pas vide, c'est l'élément est là-dedans. Si T1 est vide, c'est là-dedans. C'est ça. Hein. Donc ça dépend un peu de la structure. Donc comment est-ce qu'on fait? J'invente case T1 of leaf, then, sinon, c'est pas un leaf. Ça. Si T1 est un leaf, l'élément le plus petit c'est quoi? C'est X. Hein? C'est vrai, donc on a un résultat ici. Bon. Quel est le nom sous-arbre? Sans l'élément. C'était 2. Ah, donc, l'élément, le nouveau sous-arbre, c'était 2. Et facile. Sinon, si T1 n'est pas vide, alors, il faut trouver le plus petit élément dans T1. Comment est-ce qu'on fait? Il faut l'enlever. Bah, on va appeler remove smallest. Vous voyez, on fait une réflexion récursive. Remove smallest de T1. Et il y a deux possibilités. Ou il n'y en a pas. Mais il va toujours en avoir. Hein. En fait, on n'a pas besoin de faire ça pour tout de suite faire move smallest. En gros, c'est légèrement plus compliqué, c'est pas grave. Si, il va toujours en avoir. Et T1 n'est pas vide. Donc, le case de remove smallest va être un triple. On va avoir le plus petit dans T1. On va avoir un T1 partiel, un X, P et un V. On va avoir en fait des éléments ici, XP et P, et le reste, ce sera et le résultat, et maintenant on peut construire le résultat. Le résultat, c'est l'espace. Le résultat, c'est d'abord l'arbre. C'est XV, X, après T1V, est vide, et tu vas rajouter, c'est l'élément que tu vas ajouter. D'accord? Ok. Ensuite. Ouf! Ok, hein? En fait, j'ai fait un peu trop. On peut donner ça. Ouais. Ouais. Mais il faut suivre tous les cas. Donc, voici la solution qui est un peu plus simple. Move smallest de T. Attention, pour 2 minutes, les gars. Si l'arbre est vide, non. S'il y a un arbre, alors on fait move smallest dans T1. C'est le deuxième. S'il n'y en a pas, alors c'est X le plus petit. S'il y en a, c'est XP, VP le plus petit.
Et la partie gauche, on construit après T1P, et T2, et après XP, GP. Ouf! Ok, hein? En fait, j'ai fait un peu trop compliqué, on peut faire plus simple. Mais il faut suivre tous les cas. Donc voici la solution qui est un peu plus simple. Une autre smallest de T. Attention, pour 2 minutes les gars. Si l'arbre est big none, s'il y a un arbre, alors on fait groupe smallest dans T1. S'il n'y en a pas, alors c'est X le plus petit. S'il y en a, c'est XP, VP le plus petit. Et la partie gauche, on construit l'arbre qui reste. Donc on a un rétoursif. Ouf. Ok, je vais vous montrer, exécuter ça la semaine prochaine. On voit que l'opération de delete est compliquée. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Moi, je considère que c'est compliqué. Hein? Peut-être que pour vous, c'est simple, c'est ça. Pour moi, c'est compliqué. Je dis que c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe ici? On ne peut pas faire une opération plus simple. Pourquoi c'est compliqué? À cause de la condition globale. L'arbre est ordonné. Ordonné. Le delete doit travailler, doit bosser pour garder vraie cette condition. Mais ce n'est pas une exception, ça. Ça arrive très souvent avec les algorithmes sur les arbres. L'algorithme dépend des conditions globales. Et en fait, c'est très marrant si vous allez jouer avec ce code. Une condition globale, c'est un peu comme un être vivant. Un être vivant a aussi une condition globale. Moi, j'ai une condition globale, c'est rester vivant. Et je bosse pour garder cette condition vraie. Quand j'ai faim, je mange. Par exemple, je ne vais pas me mettre en slip en bonheur pour geler là. Je mets un manteau. Donc, un comportement orienté, goal-orienté, c'est quelque chose de très intéressant, en fait. C'est ce que nous avons fait ici. Vous voyez que ce n'est pas simple, hein? Mais ça donne un comportement intéressant. Si vous allez faire des deletes sur cet arbre, vous allez voir que l'algorithme fait des choses inattendues, fait des choses très intéressantes. Je vais terminer sur ce point-là. Goal-oriented programming. La programmation orientée, souvent pour les arbres, on a ça. On va maintenir la condition. C'est typiquement une idée qui vient dans les algorithmes d'intelligence artificielle. Et on le voit déjà dans un algorithme. Et le comportement que ça donne peut être très original et très inattendu. Et c'est très caractéristique des algorithmes vivants. C'est curieux, hein? On fait un algorithme comme ça et on arrive à quelque chose qui a un étincelle de vie. Ok. Bien, je vais arrêter là. Je vais mettre le code